Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ici à Gawa, capitale de la région du Sud-Ouest, où controverse s'est délocalisée à l'occasion du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina et de l'indépendance de notre pays. On en parle ce soir. Est-on vraiment indépendant 57 ans après? C'est la polémique née de la visite du président français récemment à Ouagadougou. Pour certains, et notamment le pouvoir, la réponse est affirmative. Le Burkina est bel et bien souverain, mais pour d'autres, pour la plupart de la société civile, le Burkina ne s'est jamais libéré du joug colonial. Et donc, pour parler de ce sujet ce soir, nous sommes avec M. Maître Benewende Sankara. Il est de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Simon Gongo. Bonsoir, tout le monde. Bon, avec nous aussi ce soir, M. Sansan Bienvenu Da. Il est du collectif CGTB. Avec nous, M. Marcel Da. Il est du mouvement du peuple pour le progrès de la majorité. Et avec nous, M. Pépin Olohien de la coalition d'Itanier de la société civile. Donc, bonsoir à tous. Je dois dire exceptionnellement que cette émission va accueillir un public et le public qui est avec nous pourra intervenir en deuxième partie de mission et il ne sera malheureusement pas possible de nous appeler pour participer à cette émission. Toutefois, vos commentaires peuvent se poster sur les réseaux sociaux, sur notre page www.facebook.com/controverse-rtb. Bonsoir à vous du public. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on commence par vous, hein, monsieur Maître Benewende Sankara. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut véritablement dire, 57 ans après, et vu ce qu'on a connu récemment avec la visite du président français, que le Burkina peut affirmer son indépendance? D'abord, je voudrais vous dire merci pour cette opportunité et saluer tous les téléspectateurs et en particulier se féliciter de la tenue ici même à Gawa qui va accueillir les festivités donc, du 11 décembre, l'émission Controverse qui contribue à sa manière en tout cas à l'éveil des consciences mais aussi à un débat contradictoire qui permettra certainement l'opinion de se faire une idée sur la thématique de ce soir. Ceci étant, en tout cas, je souhaite bonne fête à tout le monde. Et d'entrée de jeu, je dois dire que moi, je suis de ceux qui pensent que la liberté se conquiert. Aucune liberté ne s'est vraiment vue octroyée. Mais pour parler de notre pays, le Burkina Faso, il faut seulement peut-être remonter à son histoire et se rappeler du discours du général de Gaulle qui à l'époque justement disait aux pays africains, notamment francophones, eh bien vous voulez la liberté, prenez-la. Donc c'était vraiment à l'époque des années 59. Titillé peut-être par le nom de Sékou Touré aussi. Mais bien sûr. Mais je veux dire que c'était une façon pour nos États de l'époque d'accéder à la souveraineté nationale et surtout à la souveraineté internationale, avoir un droit consacré à un territoire qui a une population, donc qui plus tard deviendra une république avec ses attributs, et donc avec aussi un gouvernement pour pouvoir gérer désormais ses propres affaires. Mais me demander est-ce que 57 ans après, on est indépendant? Et surtout, est-ce qu'on l'affirme? C'est beaucoup plus ça, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des territoires, naturellement, des limitations de frontières, avec une république proclamée. Mais est-ce que dans les faits de chaque jour, on peut véritablement... Si moi, je vous dirais, moi, oui, je suis indépendant et je suis libre. Peut-être qu'il y a des Burkinabés qui se sentent indépendants et libres. Moi, je n'en sais rien. Mais en ce qui me concerne, je suis libre, je suis indépendant et je m'affirme. Cela me suffit. Alors, Monsieur Da, est-ce que vous constatez effectivement que nous sommes dans un pays indépendant, souverain, libre, qui s'affirme? Merci de me donner l'occasion. Je pense que le thème de ce soir, il est plus qu'intéressant.
nous avons sur ce plateau beaucoup de jeunes. Nous avons appris tout ce qui concerne l'indépendance à travers ce qu'on nous a appris à l'école. Et effectivement, je me réjouis. Un adage de chez moi, en pays, le but dit que ce que les yeux voient, point besoin d'un oracle. En fait, pour dire quoi? Maître l'a dit, c'est vrai, aucune liberté, aucune indépendance ne s'octroie. Et quand nous prenons la lecture de l'histoire que nous avons vécue, ce n'était pas de gaieté de cœur que De Gaulle nous octroyait cette liberté. Alors nous sommes tout à fait d'accord. La liberté ne saurait pas se confondre à l'indépendance. Il faudrait qu'on soit clair dans les terminologies et je pense que ce qui s'est passé quand on prend les différentes aspirations et les différentes inspirations, je commence par l'indépendance des États-Unis, je commence par les différents textes originaux concernant les droits de l'homme et autres. Nous pensons que l'Europe, à cette époque, a été piégée dans son propre piège. Et les indépendances ont été accordées aux États africains, dont le Burkina Faso, de façon formelle. Et nous pensons que 57 ans après, cette indépendance-là demeure et reste toujours formelle. C'est-à-dire, soyez beaucoup plus... Formelle parce que le fond du problème, c'était de se libérer parce qu'effectivement, le joug colonial ne faisait plus bon lurette en son temps, parce que tous les peuples avaient déjà commencé une guerre d'affirmation de soi. Et quand nous le constatons aujourd'hui, nous pensons que, au fond, réellement, on n'a pas évolué et on n'a pas changé. On n'a pas évolué, on n'a pas changé, mais à qui la faute? Est-ce toujours à ce qu'on a appelé ceux qui ont imposé le joug colonial, qui continuent de maintenir ces États sous domination? Oui. Ou bien c'est ce que, en d'autres temps, on aurait appelé les valets locaux? Okay, c'est pourquoi je disais tantôt que ce débat il est plus qu'intéressant. Parce que en son temps, nous étions gérés et gouvernés par des gens autres que nous. Mais de nos jours, nous constatons que ceux-là qui nous gèrent ne sont qu'une autre forme de ceux qui étaient là. Parce que le problème, c'est quoi? Nous savons tous ici que l'émanation de nos États n'a fondamentalement pas changé. Alors, la France, dans tous les ordres, que ce soit du politique au social, en passant par tout ce qui concerne l'économique, allons-y, pas à pas. Politique. Ok. On va passer la parole à M. Oloyen. Oui. Voilà, sur le plan politique, qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes véritablement sous domination, on n'a pas véritablement été indépendant? Merci, M. Simon, de me donner la parole. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi peut-être de réagir par rapport à ce que Maître vient de dire, qui se sent indépendant, libre. Certes, de façon peut-être individuelle, on peut se sentir indépendant et libre, mais de façon collective, je ne pense pas que nous soyons indépendants et libre comme il le prétend. Et moi je suis étonné, parce que quand même j'ai eu des références historiques, et notre pays est riche d'enseignements, et si nous prenons la période révolutionnaire, cette période a été fondamentalement un moment d'effervescence anti-impérialiste. Et je pense que lui-même a été un des artisans de ce grand mouvement politique qui avait posé les bases de la refondation politique de notre pays et qui avait opéré une rupture nette sur le plan politique, sur le plan idéologique et à travers des actes forts tels que le changement du nom du pays, l'emblème et la devise, etc., qui sont les symboles de souveraineté d'un État. Donc quand même, je me sens aujourd'hui étonné quand même de constater qu'il ne s'inscrit pas dans cette logique où nous avons eu une riche expérience d'anti-impérialisme. Mais pour répondre maintenant à votre question par rapport
l'aspect politique de l'indépendance ou de l'indépendance de notre pays, je dirais que dans le principe, nous sommes indépendants, dans la mesure où il y a eu une proclamation solennelle d'indépendance, où désormais nous avons une certaine autonomie de gestion de notre pays. Mais ce que je voudrais faire comprendre, qu'avoir une autonomie de gestion ne veut pas dire que nous avons une indépendance. Entre l'autonomie et l'indépendance, il y a toujours un écart. Et qu'est-ce qui remet en cause, justement, c'est la question qu'on vous pose. Ce qui remet en cause, pour analyser le phénomène, je pense que c'est un problème qui va au-delà des simples déclarations de politique générale ou des simples programmes politiques. Il faut questionner ici le processus historique, c'est-à-dire qui a entraîné ici ce phénomène de dépendance dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et d'abord, comme nous l'avons dit ici, vous nous avez introduit en parlant de l'impérialisme. L'impérialisme, de façon historique, a été un produit de l'histoire. C'est-à-dire que c'est le capitalisme à un stade avancé qui a conduit à l'impérialisme. Et ce capitalisme qui a conduit à l'impérialisme a pris d'abord la forme coloniale, ensuite la forme néocoloniale, comme nous l'avons dit tout de suite. Alors, dès lors que le projet colonial était capitaliste, donc derrière ce projet colonial, il y avait un projet de domination politique. Et aujourd'hui, nous sommes à un autre stade de l'impérialisme, ce qu'on appelle le nouvel impérialisme, avec tout un mécanisme de gouvernance mondiale qui met les États ici dans une situation d'assujettissement. De sorte qu'aujourd'hui, que ce soit sur le plan politique, économique et autres, nous nous trouvons dans une certaine dépendance. On permet à M. Marcel Da, qui représente ici le parti au pouvoir, vous êtes interpellé. L'impérialisme est toujours là, dans une forme néocoloniale, a dit M. Yen, de sorte que aujourd'hui, le pays que vous dirigez est sous contrôle, on va dire, français. Oui, merci bien. Moi, je ne partage pas totalement cet avis-là. Je crois que vous partagez un peu quand même. Non, même pas. Est-ce que vous dites que vous ne partagez pas totalement? Oui. Je ne partage pas tout parce qu'il y a un avis qu'il a donné qui est de mon avis. D'accord. Pour lui, il est d'accord que nous sommes indépendants. Je suis pour ça. Pour l'autre avis, qui est qu'on n'est pas indépendant ou que nous sommes toujours sous la domination coloniale, je ne partage pas du tout cet avis-là. Pourquoi? Voilà, pourquoi? Parce que depuis le 5 août 1960, nous avons été sauvés de ce joug colonial-là. Je crois que c'est ce qu'il appelle formel. Oui, formel, formel, je suis d'accord. La proclamation, mais dans les faits, dans les actes de tous les jours, dans les faits, est-ce que véritablement dans les faits, dire quelque chose dans nos décisions qu'on prend? Je suis d'accord, dans les faits. Moi, je voudrais d'abord rendre hommage à l'histoire pour arriver aux faits. Parce qu'il y a nos ancêtres qui se sont battus pour qu'on puisse bénéficier, pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse mériter de cette indépendance-là. C'est le but que nous faisons de cette indépendance. Voilà. Donc de cette indépendance aujourd'hui, nous devons la mériter. Si nos grands-parents se sont battus pour qu'on soit indépendant aujourd'hui, il ne nous appartient pas de nous asseoir tout simplement et dire on n'est pas indépendant. Et qui va nous apporter cette indépendance? Nous devons lutter pour conquérir cette indépendance, comme l'a dit Maître Sankara tout à l'heure. Ça ne suffit pas, c'est trop facile. Donc vous reconnaissez qu'on n'est pas indépendant? Non, nous sommes indépendants et nous devons reconnaître ce mérite et continuer le combat qui a été engagé pour nous conduire justement sur cette indépendance-là. Maître Sankara qui veut réagir pour voler au secours de son voisin immédiat. Oui, attendez, je crois qu'il ne faut pas qu'on dénature peut-être le contenu, qu'on met la notion d'indépendance ou de liberté. Je crois qu'on a tous été d'accord qu'il s'agit des États souverains avec leur histoire. On peut remonter peut-être avant les indépendances pour reconnaître ce que nos grands-parents ont pu mener comme lutte depuis l'esclavage. Mais si on ramène le débat aujourd'hui à 57 ans, après la proclamation des indépendances,
qu'elle soit formelle ou pas, est-ce qu'aujourd'hui, moi, Burkinabé, je me sens libre, je me sens indépendant? Je crois que c'est ça la question. Mais peut-être à l'échelle individuelle, mais à l'échelle je vous ai d'abord répondu pour dire oui, je le suis. Et je pense que tous ceux qui sont là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'est pas indépendant et libre. Est-ce que dans sa forme républicaine... Dans sa forme républicaine, si on ramène le débat justement à l'impérialisme, avec des notions de néocolonialisme, avec des notions de tout ce que vous voulez, de rapports de domination, là c'est des rapports d'État à État à un moment donné de l'histoire de chaque pays. Les rapports étatiques de Gaulle à Maurice Yamuro, ou les rapports étatiques de Macron à M. Kabouré, ce ne sont plus les mêmes rapports. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé fondamentalement, c'est que... C'est peut-être que Macron arrive à Ouagadougou, pas du tout. Les classes sont fermées. C'est que l'individu que je suis, moi, 57 ans après, je ne me considère pas comme cela. Par exemple, je me souviens que quand Pompidou venait à Ouagadougou, j'étais à l'école primaire, mais on se baladait de campagne en campagne pour ramasser les gens pour qu'ils viennent à Ouagadougou applaudir Pompidou. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La preuve, c'est que vous avez vu des étudiants manifester. C'est ça. N'oublions pas que, comme il a dit, rendons hommage à l'histoire, rendons hommage également aux différentes mutations. Il n'y avait pas de MTIC. Il n'y avait même pas de téléphone à un moment donné. Aujourd'hui, ce qui se fait à Paris est connu à Gawa. Donc, si vous déniez justement la marche de l'histoire, eh bien, on va ici faire du dogmatisme, parler de capitalisme, de populisme, de tout ce que vous voulez, mais on ne va pas avancer. Et quand il me renvoie justement à la révolution, depuis la proclamation de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de régimes? Presque une vingtaine. Donc sur les aspects politiques, eh bien nous viendrons peut-être là-dessus, mais vous verrez que ça c'est un combat de chaque pays pour affirmer son indépendance, affirmer justement sa liberté et apporter du développement au pays. Parce que le débat, en réalité, c'est de dire, est-ce qu'on est suffisamment économiquement fort pour être suffisamment indépendant? On va parler du volet économique. Là, nous sommes dans les choix politiques. Je vais terminer. Terminer, allez-y. Voilà, je vais terminer pour dire que nous personnellement, je suis né indépendant. Voyez-vous. Et je crois qu'il ne faut pas continuer continuer le complexe d'Oedipe au sein de la population chaque fois lorsqu'il s'agit de la France. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui... Monsieur va réagir. Je suis pas content que vous le dites ainsi. Hein, parce que réellement, de tout ce qu'on a constaté, hein, et au vu de ce qu'on a prouvé à l'opinion publique, c'est du haut de l'État que le complexe a été manifesté. C'est du haut de l'État que le complexe a été manifesté par rapport à la venue de Macron. Mais quand Maître dit que fondamentalement tout a changé, là aussi, je ne suis pas du tout d'accord. Quand en 1986, comme on le dit, Mitterrand, répondant à Thomas Sankara par rapport à la dette, qu'est-ce qu'il disait? Il a bien dit à Sankara que les États africains ont été pillés et que cela devrait être payé de nos jours. On continue de nous endetter. C'est la même chose. Macron, qu'est-ce que Macron a dit de neuf? Macron vient dire qu'il n'est pas de même cette génération-là qui a pillé l'Afrique et que c'est une nouvelle donne qui commence. Je parle d'évolution, je n'ai pas parlé de fondamentalement et structurellement changeant. Il faut reconnaître qu'il y a une évolution et les sociétés évoluent. Les sociétés évoluent. Voilà. La société du Burkina Faso sous la Haute-Volta, c'est pas la même chose aujourd'hui en 2010. Oui, je suis très bien d'accord avec vous. Voilà, merci. Effectivement, la société a évolué. Et quand vous prenez la jeunesse burkinabé, elle a vraiment évolué. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que ceux-là à qui nous avons à un moment donné confié les rênes des choses, nous ont prouvé qu'ils ne suivent pas le même fil que nous.
Il fallait pas le confier. Pourquoi je le dis? C'est M. Da qui a la parole. Je pense vous aurez le temps de réagir. Je pense que je vais continuer pour terminer ce que j'étais en train de dire. Effectivement, qu'est-ce que nous avons constaté? Je ne pense pas que Macron lui-même ait été fier de ce que nous avons fait voir par rapport à sa venue. Et nous avons, au plus haut niveau de l'État, comme je l'ai dit, exprimé un certain complexe. Et c'est dommage, parce que Macron lui-même, en arrivant au Burkina, savait qu'il avait affaire à un peuple insurgé, à un peuple qui revendique fortement une reconnaissance. Et dans son discours, il savait lui-même qu'il n'avait pas le choix. Mais je pense qu'on l'a tellement facilité la tâche qu'il s'est trouvé dans une cour de récréation. Alors, on a facilité la tâche à Macron, si bien qu'il s'est retrouvé dans une cour de... Il va réagir après. Oui, non, je disais qu'il ne fallait pas continuer d'enrichir ce complexe de DIP-là au sein de nos populations, chaque fois lorsqu'il s'agit de la France. Est-ce que Macron n'a pas été dans une cour de récréation lorsqu'il est arrivé à Ouaga? Bon. C'est la question qu'il vous pose. Ça, c'est son appréciation. Mais moi, je réagis par rapport au fait qu'on dise qu'on a fermé les classes, par exemple, lorsqu'il venait. Bon, voilà. Je pense que ici, gouverner, s'il vous plaît, c'est aussi savoir prévoir. Il faut prévoir. Qu'est-ce qu'il fallait prévoir? Ce que nous avons prévu, c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire? Nous n'ignorons pas que nous sommes conscients voilà, que certaines personnes continuent malheureusement d'entretenir cette fronde sociale en se servant malheureusement d'une partie de notre jeunesse là. Moi, je crois qu'il y a assez de martyrs comme ça au Burkina Faso. Donc, il est du pouvoir, il est du devoir du pouvoir en place d'éviter tout trouble à l'ordre public et d'arrêter enfin le massacre. On en a assez. Je pense que c'était la décision la plus sage. Lorsque Macron est arrivé, j'étais à Ouagadougou. J'allais à un atelier, mais j'étais en retard pour l'atelier. Le ministre de l'économie et des finances est arrivé après moi parce que je ne pouvais pas. J'étais obligé de contourner les foules pour pouvoir, les barrières pour pouvoir arriver à... voyez-vous. Donc on ne pouvait pas, encore une fois de plus, mettre nos enfants en péril dans pareille situation. Non, c'est des gourdins et des machettes. Des gourdins et des machettes. Bon, on ne peut pas... qu'il fallait éviter. D'abord, M. Hien. Oui, merci. Je voudrais réagir par rapport à ce que M. Sankara venait de dire. D'abord parce qu'il faut que le débat évolue sur la fermeture des classes, parce que là, il parle d'une vision... Oui, juste pour répondre, il a parlé ici des évolutions, des mutations sociales, des évolutions au plan technologique. Je voulais dire que ce n'était pas parce qu'il y a eu des évolutions que nous sommes indépendants. Les révolutions technologiques dont il parle, derrière même ces révolutions technologiques, sont des outils de domination encore. Okay. Y compris les verres correcteurs qu'on Ok. Et donc, par rapport à Macron, la venue de Macron, je pense que ce qui est intéressant de relever, c'est que Macron lui-même a dit qu'il était anti-impérialiste. Et donc, si Macron reconnaît, ou du moins déclare qu'il est anti-impérialiste, ça veut dire que c'est une réalité. C'est-à-dire que l'impérialisme, c'est une réalité. Je n'ai pas nié l'existence de l'impérialisme. Pas du tout. Mais on a tourné la page. Oui, ok. Maintenant, par rapport à l'instrumentalisation dont tu parles, c'est ça, des scolaires. Bon, je ne sais pas si ces scolaires ont été instrumentalisés, mais je sais qu'il y a une certaine jeunesse dans ce pays, quand même, qui milite dans des cadres organisés et qui ont une orientation fondamentalement anti-impérialiste. Donc, je trouve que il est du devoir de ces jeunes d'exprimer ici leur opinion vis-à-vis, c'est-à-dire de la venue de Macron. Et je pense que ce débat n'est pas un débat actuel. C'est un débat qui a traversé même tout le mouvement étudiant jusqu'à la période révolutionnaire, jusqu'à la période du 4 août. Donc, maintenant, Macron est venu réchauffer un débat qui était mis peut-être en veilleuse jusqu'à une certaine époque. Donc, pour moi, ce n'est pas du nouveau ce qui est arrivé. Ce n'est pas du tout du nouveau. Maintenant, l'instrumentalisation dont il parle, je n'ai pas ici d'éléments pour dire qu'ils ont été instrumentalisés. Mais il faut reconnaître bien que des éléments oui, c'est vrai, c'est pas très intéressant quand on le dit ainsi.
Sinon, nous-mêmes, ce serait rabaisser nos étudiants, les futurs de ce pays-là, à un niveau vraiment où on ne devrait pas les placer. Parce que la logique c'est quoi? C'est dans ces universités-là que nous formons les leaders de demain. En fait, dire qu'ils sont manipulés pour des fins que je ne saurais citer ici, c'est vraiment malheureux. Alors, cette même jeunesse insurgée, c'est cette même jeunesse-là qu'on a applaudi il n'y a pas très longtemps. Quelque temps après, parce qu'on est au perchoir, est revenu dire que cette jeunesse-là est instrumentalisée. C'est la continuité de ce qui est en train de se produire. Pourquoi j'ai dit ça? Maître a dit tout de suite que maintenant, on va au gourdin et aux machettes. Est-ce que vous savez, c'est les conséquences directes de ce qu'on a tenté de faire? Vous avez embrigadé les étudiants. Vous avez retourné leurs camarades contre eux. Ne soyez pas étonnés que les règlements de compte montent au grand jour. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, je ne suis pas du tout content avec la façon dont on prend les choses. Vous voyez, les problèmes peuvent se gérer autrement. Quand ça s'est produit, c'est par médias interposés que les ministres, par-ci, par-là, ont tenté de dire des choses qui ne sont même pas très justes, à mon avis. Parce que nous pensons que à une époque qui n'est pas loin de nous, c'est l'ensemble de ces frustrations-là qui ont créé ce que nous avons tous vu ici. Donc, il faudrait qu'on sache raison garder quand il y a des situations. Il ne faut pas diaboliser l'autre par rapport à ses actes. Voilà. Donc, il faudrait qu'on fasse de telle sorte que cette jeunesse-là puisse, comme nous l'avons dit, dans un cadre indépendant, exprimer ses opinions. Et je ne pense pas que c'est dans les affrontements que ça va se produire. Je pense aussi que la fermeture des classes n'avait pas son sens. Macron pouvait emprunter une avenue hautement gardée pour aller et sortir de l'université. Les Ouagalais allaient continuer à vaquer à leur occupation. Parce que nous ne pensons pas que lorsque nos autorités vont en France quand même, c'est des boulevards qui sont libérés pour leur permettre de faire ce qu'ils ont à faire. Voilà. Je pense que c'est ce que j'avais à dire. Monsieur Nda, qui va vous répondre et puis on évolue. Là, on va sur le plan économique parce que le temps passe. Je crois qu'on n'est pas obligé d'être méchant. On n'est vraiment pas obligé. On n'est pas obligé de chercher une petite bête. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître quand quelqu'un a une bonne vision, surtout lorsqu'il s'agit de la paix, lorsqu'il s'agit de préserver une vie humaine, lorsqu'il s'agit d'une bonne gouvernance, lorsqu'il s'agit, ce n'est pas une faiblesse que de le reconnaître. Bienvenue. Alors, sur le choix économique aujourd'hui, les politiques de développement. Alors, récemment, nous sommes allés à Paris négocier un plan que l'on appelle le plan national de développement économique et social. Et là aussi, messieurs de ma gauche, vous estimez que là aussi, c'est une forme de domination coloniale parce qu'on est obligé de se déplacer à Paris alors qu'on pouvait faire ce genre de choses à Ouagadougou. Oui, Simon, au-delà du déplacement à Paris, il y a plus que ça. Vous voyez nos différents plans de structuration économique, ça nous est dicté par qui? Nous savons tous ici que c'est la FMI. Voilà, c'est le Fonds mondial. Donc, toutes ces structures sont des structures à dominance très outragère. Ils vous dictent ce que vous devez faire. Et pire encore, ce n'est pas à vous de leur montrer ce que vous voulez faire de la bonne manière, mais c'est eux qui vous imposent. Le PNDS ne sort pas de ce cadre-là. C'est ce qui est malheureux. Monsieur Rien. Ok, merci. Aujourd'hui, est-ce que nous avons des plans de développement économique qui affirment véritablement notre statut de pays indépendant? Oui, mais le projet néolibéral dans lequel nous sommes entrés est accompagné ici d'un programme d'ajustement structurel que tout le monde sait. Je pense que les syndicalistes ont toujours dénoncé ça dans ce pays. Et ce programme d'ajustement structurel, dans son application, viole la souveraineté même des peuples.
puisqu'on ne donne même pas la possibilité à nos différents parlements de débattre sur le contenu de ce programme. C'est pour ça qu'on a parlé de dictats impérialistes à travers ce programme. Je pense que Maître est là, il a été député pendant longtemps. Je ne sais pas si à des moments donnés, ils ont eu l'occasion ici de déposer sur la table le programme d'ajustement structurel et de débattre de son contenu. Voilà un exemple de domination par exemple, économique. En ce qui concerne le PNDS ne peut pas sortir en dehors de ce cadre global tel que défini ici, ce cadre qui a été défini par les agents financiers internationaux que nous connaissons, comme il a dit, la Banque mondiale, le FMI, l'OMC et autres. Donc, ce sont ici des instruments de gouvernance mondiale, voilà, qui aujourd'hui orientent ici le monde néolibéral. Donc, le fondement même économique de nouvel ordre mondial est reposé sur ces institutions financières. Donc, le PNDS ne peut pas aller en dehors de ça. Et ceux qui viennent faire des promesses là, mais ce sont les mêmes acteurs de ces institutions-là qui se retrouvent pour ici essayer de faire des promesses de financement. Et on ne dit pas à quelles conditions même ces financements vont se faire. C'est là aussi où le bas blesse. Ce n'était pas ici de la philanthropie où on vient et donner, et faire des dons et repartir. Il y a souvent des conditions souterraines qui accompagnent ici ces financements-là. Donc, je trouve qu'il va falloir ici dire réellement au peuple quels sont les tenants et les aboutissements ici de l'apport de ces financiers-là. Monsieur. Oui, moi, lorsque vous dites ça comme ça, pour répéter bienvenue, je me sens outragé. Je me sens, voilà, je me sens vexé. Ça, c'est une atteinte à l'intelligence de notre peuple. Pourquoi? Nous bâtissons avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, un Burkina Faso de progrès économique et social, un Burkina Faso de justice et de liberté. C'est de ce programme du président que s'est inspiré le PNDS. Ça, ce n'est pas dicté par la FMI. Moi, je regrette. C'est pour dire que nous ne sommes pas en mesure, voilà, d'avoir des orientations politiques, économiques pour notre indépendance, pour notre propre développement. On est obligé de... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes aussi intelligents que ceux qui ont créé le FMI. Et nous avons des compétences ici au Burkina Faso pour travailler pour notre propre... Le PNDS a été défendu à Paris. Pourquoi? Ben, souvenez-vous pourquoi? Parce que Paris est un fort pôle, un fort centre pour l'économie mondiale. On va à Paris pour chercher les investisseurs. Et même les États-Unis et la Chine l'ont compris. Aucun pays, aucune nation dans ce monde-là ne peut vivre dans l'autarcie. Ce n'est pas possible. Moi, je suis étonné que vous... Ah non, Maître. Je suis étonné. Moi, je raisonne autrement. Hein. Oui. Sinon, dans mon parti, l'UNIL-PS, nous avons proposé le programme alternatif. Oui. En disant qu'il fallait mettre l'accent sur le développement participatif endogène. Malheureusement... Vous soutenez le PNDS? Ah, tout à fait. C'est pourquoi je dis je raisonne autrement. Pour dire que de nos jours, quand on parle d'indépendance, de liberté, de domination, il faut tenir compte aussi des besoins des populations. Notre peuple a besoin de quoi? C'est surtout ça. Et quelles sont les solutions appropriées et possibles qu'on pourrait justement offrir à ce peuple-là? On a des questions d'éducation, de santé, d'infrastructure. Presque tout est dans un état existentiel. Et la réponse, en tout cas, par rapport à la démocratie que nous avons, c'est un problème de gouvernement que le peuple lui-même a choisi, comme il a développé tout à l'heure, puisqu'il est du MPP. Et pour trouver la formule, eh bien, ils ont estimé qu'il fallait mobiliser des ressources et faire face à l'investissement d'une part, mais faire face aussi à la demande sociale. Donc, de ce point de vue, le PNDS inscrit dans ce cadre. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de presque une vingtaine de régimes, vous verrez que chaque gouvernement qui arrive
a toujours eu un programme. Même quand vous partez sous la Révolution, la Révolution n'était pas ex nihilo. La preuve, c'est qu'il y avait le discours d'orientation politique. Et bien sûr, même quand vous suivez le discours du président Sankara, il n'a jamais rejeté les institutions au plan international. Parce que ce droit international-là régit les États. Je rappelle que la première convention que le Burkina a signée relève de 1901. La première convention qui concernait la monnaie et beaucoup de choses dans le secteur économique. Oui, donc je veux dire simplement que si, au terme de son mandat, par rapport aux attentes des populations, comme on le constate maintenant, au fur et à mesure, après 2 ans, il y a des réalisations sur l'ensemble des secteurs qui donnent satisfaction aux populations, moi franchement, je me retrouve là où le peuple trouve sa satisfaction et son bonheur. Mais maintenant, il peut y avoir de la spéculation, de se demander SCAD, programme d'ajustement structurel, Banque mondiale, FMI et tout ce que vous voulez. Bon, pour autant que nous sommes dans un état de droit où il y a une constitution qui n'a pas remis en cause les engagements internationaux du Burkina Faso, moi je suis dans cette logique-là. Pour dire que c'est l'état de droit qui s'assume. Quand on est issu d'une idéologie qui, il n'y a pas très longtemps, appelée à ne pas rembourser la dette. Oui, mais la condition était que ce n'était pas le Burkina seul, et s'il était seul, on avait l'assassiné. Et c'est arrivé. C'est dommage. Merci. C'est arrivé. Effectivement, vous terminez au bon niveau. Effectivement, c'est ce que dans les différentes politiques là, nous critiquons. C'est-à-dire, le travail, nous ne disons pas qu'il manque d'intellectuels au Burkina. Sinon, ce serait insulter le travail que chacun de nous faisons. L'intelligentsia est là. Maintenant, nous-mêmes, nous constatons qu'au niveau du politique, on n'est pas convaincu de ce qu'on veut faire ou ce qu'on montre au peuple. C'est ce que nous avons dit tantôt. C'est vrai, c'est une prouesse pour le MPP d'avoir accompagné son programme politique d'un plan assez bien structuré. Mais malheureusement, c'est des votes qui encore ressort la grosse difficulté de sa mise en application. C'est là où nous sommes perdus. Parce qu'effectivement, comme il a dit, nous sommes à 3 ans déjà de mise en œuvre du PNDS. 2 ans de mise en œuvre du PNDS. Vous comme moi, vous constatez sur le terrain que absolument rien n'évolue. Et ce qui fait encore plus mal, vous voyez les bilans qu'on nous fait de l'évolution et de l'exécution du PNDS. En toute sincérité, ce que l'on dit et ce que l'on voit, c'est une contradiction totale. Alors, nous n'avons pas dit que le PNDS, les intellectuels burkinabés n'étaient pas à ce même niveau en allant à Paris. Vous voyez, nous avons dit l'endettement à long terme et des générations à venir est véritablement une difficulté pour une nation qui veut vraiment s'épanouir. Nous sommes, certes, nous savons tous que le Burkina Faso est un pays pauvre, mais nous devons savoir nous contenter du peu que nous avons. Les promesses politiques sont difficiles à réaliser. Et vous constatez que nous l'avons constaté avec le budget 2018 qui a été voté avec toutes les difficultés que vous avez relevées. Nous reviendrons encore à remettre en cours beaucoup de choses. Nous pensons qu'il faut être réaliste. Et c'est ce que nous souhaitons. Réaction de M. Vous remettez en cours la loi qui est votée? Non, ce n'est pas la loi qui est votée. Je suis en train de dire que il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte. Dans le budget? Dans le budget. Parce que quand vous voyez la loi... Alors, on ne va pas... Le débat ici, c'est pas sur le budget 2018. J'étais en train de dire que la loi... c'est entre, justement, le PNDS et notre souveraineté, notre indépendance. Voilà, qu'est-ce que, justement, on peut tirer comme, peut-être, commentaire, interprétation. C'est pas de revenir sur la structuration du budget 2018. Alors, on va évoluer parce que le temps presse malheureusement. Nous sommes 57 ans après en train de consommer ce qu'on appelle le franc CFA, qui était une monnaie, semble-t-il, de domination, monsieur de la Bouche, bon le dire, de domination coloniale.
Alors, vous avez encore la parole. Si vous dites qu'ils sont de la gauche, vous voulez dire que nous sommes de la droite, je dirais non. Il faut le rappeler. Ce n'est pas une question de parti. Social-démocratie. Ma gauche ici, c'est juste une position en fonction de l'animateur que je suis. Ma gauche. Voilà, là ce n'est pas une question d'idéologie, c'est juste une question de position géographique. Partout dans le monde, c'est comme ça. Voilà. Oui, concernant effectivement le franc CFA, nous ne cessons de le dire, hein, parce que comme Maître l'a dit tantôt, vous voyez, le franc CFA date des années 1945. Donc vous voyez que en son temps, ça s'appelait le franc des colonies françaises pour ce qui nous concerne. Alors tout de suite, la dénomination est déjà prête à beaucoup de choses. Et ce que nous avons dit, les États africains, dont le Burkina Faso 57 ans après, nous pensons que si nous avons une véritable autonomie, tout le monde sait que la monnaie est très essentielle dans la liberté d'un peuple ou dans la liberté d'une nation. Donc on ne peut pas continuer de se faire fabriquer notre monnaie en France, nos coupures de billets en France et dire aux gens qu'on a une certaine autonomie par rapport vis-à-vis du franc CFA. Voilà. Monsieur donc de la majorité, lorsque Emmanuel Macron arrive, il dit tout de suite que même si le président Kaboré veut sortir du CFA, dès demain, il a la possibilité de le faire. On se souvient que les étudiants ont scandé le nom de Prédi pour l'inciter certainement à sortir. Ça serait mieux que je commence pour que notre puisse parler. Alors allez-y. Monsieur Da. Oui. C'est vrai, je crois qu'il faut reconnaître au franc CFA sa stabilité, tout de même. Et reconnaître aussi sa domination coloniale. Pas reconnaître sa domination coloniale, je reconnais sa stabilité. Parce que lorsque vous dites c'est vrai, on a l'impression que vous reconnaissez quelque part. Que... Non. Il faut reconnaître au franc CFA sa stabilité et se dire que des pays qui ont une monnaie nationale telle que le Zimbabwe ou que sais-je encore la RDC, l'économie là-bas n'est pas beaucoup plus luisante que nous autres qui sommes restés dans le CFA. Hein. Je suis pas d'accord. Je suis d'accord, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans un nationalisme frénétique. Nous devons, à tout point de vue, nous aligner, à mon sens en tout cas, derrière une vision ou disons une orientation de nos érudits en matière de finances là, pour que nos États puissent s'en inspirer et voir quels sont les avantages que cela peut avoir pour nos pays. Et je pense que nous devons nous aligner dans ce sens-là, derrière la vision de la CEDEAO, qui est pour une monnaie d'ici l'horizon 2020 là, pour nos pays africains. Et éviter, comme je l'ai dit, au lieu de le répéter. Il faut dire qu'il n'y a pas très longtemps, le président de la commission de la CEDEAO avait reconnu qu'en 2020, il ne serait pas évident que cette monnaie existe. Évident. Oui. Voilà. Maître. Bon, cela a été dit, hein, mais la monnaie, en fait, est le reflet de l'économie du pays. Si effectivement l'économie du pays est sous domination, la monnaie, forcément, sera dominée. Mais là n'est pas mon problème. Donc l'économie de notre pays est sous domination. Non, je dis là n'est pas mon problème. Mon problème aujourd'hui, c'est de voir beaucoup plus pour l'avenir, c'est-à-dire la perspective d'avoir une monnaie qui soit une monnaie compétitive. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que aujourd'hui, c'est vrai, des voix s'élèvent pour dénoncer le franc CFA, ce n'est pas une première. Mais la question, c'est de savoir est-ce que les États africains sont capables de s'unir pour avoir une monnaie plus forte. Sinon, on a vu des États qui ont tenté de façon isolée à frapper leur monnaie. On sait ce que c'est devenu. Donc, il y a des États qui ont réussi aussi, à côté de nous, le Ghana, par exemple. Mais le problème du Ghana, c'est quoi? Le problème du Ghana, c'est quoi? Le Sidi a connu une percée par rapport au redressement de l'économie du Ghana, à partir justement de la démocratie qui a connu un ancrage et
une économie qui s'est beaucoup plus retournée et qui a permis au Ghana d'avoir une croissance beaucoup plus accélérée. Si au Burkina, on arrive effectivement à avoir cette force d'économie, plus le Nigeria, vous verrez déjà qu'on quittera la zone CFA pour aller vers une monnaie communautaire. Et je pense que les chefs d'État, justement, sont en train de prospecter cette voie-là pour dire qu'il faut une monnaie beaucoup plus communautaire qu'une monnaie à l'échelle des États, pris individuellement. Donc, je veux bien qu'on nous ramène à l'histoire pour parler du franc, et CFA qui serait une monnaie coloniale. Mais aujourd'hui, la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une volonté politique au niveau des États, dans les communautés, pour frapper une monnaie plus forte et plus compétitive. Vous remettez en cause la volonté politique? Non, effectivement, c'est cette volonté politique-là que nous critiquons parce que nous pensons que... Avec peut-être un peu plus de passion, très souvent... Bon, vous savez, les messages ne sont pas les mêmes, c'est juste. Mais vous savez, c'est dans une logique aussi quand on pose le problème de la sorte. En fait, pour dire clair, je ne pense pas que poser ainsi, c'est... vouloir dire à celui qui est en face qu'on voudrait que ce soit tout de suite et maintenant. Mais nous savons tous aussi que c'est lorsque le peuple n'est pas libre de dire ce qu'il pense, ça ne permet pas à un État d'avoir une certaine vitalité. Nous cessons de le dire, c'est l'inertie politique là que nous critiquons par rapport à des prises de décision conséquentes. Parce que nous savons, l'Union africaine, nous existons il y a bien longtemps, les autres organisations sous-régionales sont là. Il faut qu'il y ait un engagement franc. Parce que nous constatons que la France, concernant les États francophones, utilise le franc CFA pour avoir encore une même mise sur ces différents États. Et ça commence même à être une source de division quand on veut élargir à l'ensemble des pays d'Afrique. Quand vous prenez l'exemple de l'Afrique centrale, comme il a dit, ils ont aussi leur franc, mais qui reste encore sous cette domination-là. Voilà. Alors, on va avancer avant de donner la parole au public. On va parler des archives, parce que jusqu'à aujourd'hui, le président Macron à Ouagadougou, à l'université, l'a relevé. Et certains pensent effectivement que ça aussi, c'est quand même la France qui dispose aujourd'hui de plusieurs articles culturels qui appartiennent aux Africains. Comment cela peut s'expliquer? Est-ce que ça ne révèle pas quelque part que lorsqu'on détient votre identité culturelle, on a aussi le pied sur votre expression, même l'expression de votre identité? Il faut interroger plutôt les historiens. Ils vous diront comment ça s'est passé pour que ces objets se retrouvent outre-mer. Il faut le montrer. Le président Macron parle de la complicité d'ailleurs des Africains. Il dit que même ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle, la preuve c'est que j'ai lu cet après-midi un avis de recherche d'un négrier qui n'est rien d'autre qu'un Malien d'origine. Il y a eu des Sénégalais effectivement qui ont été... Donc vous voyez que c'est ça, en fait... C'est ça les valeurs locaux qu'ils dénoncent. Mais tout le monde dénonce les valeurs locaux. Macron même vous a dit qu'il dénonce l'impérialisme pendant que l'Indien comme étant un impérialiste, tout fait. Donc vous voyez que finalement, il faut s'attaquer au système. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut s'attaquer au système parce que c'est de façon structurelle qu'on peut se défaire. Mais vous avez posé une question qui en réalité remonte à l'histoire parce que retourner les objets volés ou pillés à l'Afrique, tout comme les Algériens aujourd'hui ont exigé que Macron retourne bien sûr ces corps qui sont toujours en Europe, mais c'est ça notre identité. Mais cela doit se faire dans le cadre de quoi? De la coopération qui existe entre les États, mais aussi de la volonté politique, c'est-à-dire que les Africains doivent s'assumer en exigeant justement cette restitution-là. Je pense que ça a commencé et il faut continuer. Et moi, je pense que c'est tout le monde qui est interpellé. Là, c'est l'expression de l'indépendance. Ah, tout à fait. Voilà.
Monsieur Marcel. Mais c'est pas comme les trésors français où il y a la spéculation monétaire. Donc, à ce moment-là, vous voyez que les données changent. Quand on va d'une identité culturelle à une domination économique ou à une domination politique ou militaire. Oui, voilà, ce que j'allais ajouter, c'est juste dire que c'est vrai qu'il y a eu ce pillage, ce vol, etc., cette déportation de ce patrimoine-là, mais ce qui est intéressant à relever, c'est que la France va rapatrier. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait quand même, il faut reconnaître ça. Mais là, c'est la France qui décide de donner. Est-ce que les États africains se sont... Mais si la France a décidé de donner, c'est parce qu'il y a pression sur la France qu'elle est obligée de donner. C'est pour ça qu'il y a pression sur la France. On a arrêté François Compaoré dernièrement. On veut de la lumière sur l'assassinat de Thomas Sankara. Il y a la pression. De Norbert Zongo, etc. Donc la France est obligée de rapatrier. Oui. Oui, je pense que, pour ma part, en ce qui concerne ces objets trafiqués ou volés, moi j'estime qu'il faut ouvrir une enquête pour comprendre quels sont les mécanismes par lesquels les uns et les autres arrivent ici à trafiquer ces objets ou à les voler. Là, ça nous permettra ici de prévenir, de prendre des mesures préventives afin que le phénomène ne se poursuive pas. Mais si on renvoie les objets, mais sans combattre ici le circuit par lequel ces objets ont quitté l'Afrique, je ne pense pas qu'on puisse résoudre le problème de façon durable. Vous remettez vous-même en cause alors. Donc, et là, il faut ouvrir une enquête pour comprendre comment ces objets sont arrivés en Europe. Et ensuite, maintenant, trouver ici les voies et moyens pour mettre un terme à cela et rapatrier ce qui a été volé, c'est tout. Mais je pense qu'il appartient au ministère de la Culture où ils ont des spécialistes, ils ont des archéologues, l'université des archéologues, ils ont des historiens qui sont formés pour ces questions et qui réfléchissent permanemment pour la préservation du patrimoine culturel. Je pense qu'avec un peu de volonté ou un peu de moyens pour accompagner ces gens-là, on peut ouvrir une enquête et comprendre les mécanismes de trafic de ces objets. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Monsieur, bienvenue. Je suis dans un milieu où le discours politique ne me convainc pas trop. Hein. Parce qu'il faut savoir départir le discours politique des actes. Le discours syndical. Je ne ferai pas un discours syndical ici. En fait, c'est pour juste dire que il y a le discours que Macron a fait. C'est dans les actes que nous allons voir effectivement la concrétisation de ce qu'il a dit. Jusqu'à preuve de contraire. Hein. Parce que nous pensons... Mais est-ce que ce n'est pas une vérité aussi que ce sont les Africains eux-mêmes qui vendent? Oui, les Africains ont vendu. C'est devenu des propriétés privées. Oui. C'est là la difficulté. C'est devenu des propriétés privées. Est-ce que les Africains ne sont pas toujours aptes aussi à vendre leur propre identité? Oui. On dit que les Africains, c'est chez les Africains qu'on trouve des gens qui n'ont pas toujours le sens de l'intérêt général. C'est le même débat que nous sommes en train de faire. Parce que là, il faut aussi une indépendance culturelle pour ne pas s'adonner à de tels actes. Le problème, c'est quoi? C'est l'extrême pauvreté. Sinon, qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un à faire cela? L'extrême pauvreté peut expliquer le vol. Et la vente des objets. Du masque, par exemple. Voilà. Du plus précieux qu'on a dans sa valise ou dans sa chambre. Son âme. Ah, son âme. C'est malheureux de le dire, mais c'est ainsi. Alors, on va évoluer. Je vais lire quelques réactions d'internautes pendant que le public ici dans la salle se prépare pour prendre la parole et poser des questions aux invités en plateau. Monsieur Amidou Ganamé qui nous écrit pour dire que nous sommes conscients que nous ne sommes pas indépendants, certes, mais les efforts des populations sont anéantis par les errements du gouvernement. Un pays indépendant compte sur ses capacités à se nourrir, à se soigner, même à l'indigénat, à se défendre. Si vous développez les routes et vous ne développez pas les industries et l'agriculture, c'est dire que vous assommez vous-même votre économie. Il faut de nouvelles orientations qui vont tout résoudre. Lisons et faisons lire le discours de Nana Akufo-Addo du Ghana lors de l'arrivée de Macron. Il a été clair, hein? Très souvent les peuples font des efforts, mais ce sont
ici il est clair, il dit que les errements du gouvernement qui anéantissent les efforts des peuples. Monsieur Marcel Da, vous qui dirigez justement à travers le MPP ce pays, est-ce que quelque part, ce n'est pas peut-être vous les gouvernants qui anéantissez les espoirs des populations? Oui, à partir du moment où le gouvernement a été mis en place par le peuple, démocratique, c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui est au pouvoir. C'est un appel, donc, tout à l'heure je voulais répondre à Bienvenue pour dire que c'est justement là où tout le monde est interpellé. Bâtir avec le peuple un Burkina, c'est avec le peuple. Donc tout le monde est comptable de ce progrès. Il y a peut-être quelqu'un qui décide quand même, qui doit, parce que quand c'est tout le monde à la fois, personne n'est responsable de ce qui arrive. Je suis d'accord qu'il y a quelqu'un qui décide, mais nous ne devons pas rester en simple spectateur ou donneur de leçons. Il faut que nous mettions la main dans la pâte. Voilà. Ben, oui, c'est... Oui, je te laisse la parole. Ok, oui, mais je suis d'accord avec cette déclaration, parce que même on prend l'expérience de notre insurrection. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour parler de trahison. Ça dit que le peuple insurgé avait des aspirations fortes. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un décalage énorme entre ce qui se passe aujourd'hui et les aspirations de ce peuple. Donc, je reviens encore sur cette phrase pour dire les peuples sont des efforts, mais ce sont les gouvernants qui anéantissent les efforts de ces peuples-là. C'est votre analyse? De mon point de vue, cela est résumé à travers une formule que le président Thomas Sankara aimait employer, et d'ailleurs que Macron a eu à reprendre. Il faut que nous prenions en main notre propre destin. Osons inventer l'avenir. Oui, il faut qu'on s'assume. Mais on ne peut pas s'assumer s'il y a peu de leadership. C'est ça le vrai problème, parce que créer même les conditions de rupture, il faut que les populations aient confiance au leadership pour accepter de s'engager. Et c'est là où il y a une espèce de freinage, parce qu'effectivement, on n'est plus prêt en ce moment-là à accorder à tout venant son crédit. C'est ce que j'ai dit dès le début par rapport à la question de liberté et d'indépendance. Et quand je dis qu'aujourd'hui, les gens sont encore plus libres, c'est parce que quand on remonte, comme M. Yen le dit tout à l'heure, ce ne reste que de 2014 à maintenant, vous voyez qu'on a affaire à une jeunesse qui est encore plus libre et qui apprécie les choses. Est-ce que cela se traduit aussi dans nos choix de gouvernance? C'est toute la question. Ça, c'est autre chose, c'est ce qu'il dit. Et le débat ce soir, c'est ça. C'est pas si vous ne partez pas malheureusement, des individus. Si vous ne partez pas malheureusement aux urnes, vous appelez tous les jours à boycotter, mais vous allez bien sûr mériter les gouvernants que vous avez. Ça, c'est la faute à qui? D'accord. Oui. La faute à qui? À vous qui appelez... Ça, c'est doit réagir. C'est juste, mais je pense qu'il n'y a pas ce pouvoir qui peut tout de suite dire que les propositions ou les mouvements syndicaux ne font pas de bonnes propositions pour la gestion des pays. Je ne pense pas. En fait, quand des organisations syndicales vont jusqu'à l'extrême, c'est parce qu'on a prêté le flanc. Nous étions en train de le dire tantôt. Nous savons tous la porte de sortie de toutes nos difficultés. L'éducation. L'éducation. Nous voyons comment le MPP gère l'éducation des enfants du peuple. C'est-à-dire du préscolaire jusqu'à l'université. Est-ce qu'effectivement, nos propositions politiques prennent en compte le citoyen véritable de demain que nous voudrons par rapport à ce qu'on présente au niveau de l'éducation? En fait, c'est ce que nous disons. Il faut que la volonté politique accompagne l'aspiration de la jeunesse. Mais nous constatons que je n'aurais pas voulu le dire ainsi. Tout de suite, après les élections, lorsque les uns sont portés au pouvoir, c'est vrai, vous le dites, c'est les urnes qui imposent, et généralement c'est la majorité qui vote
met au pouvoir celui qu'on a choisi. Mais c'est par rapport à une confiance de départ. Mais nous constatons que cette confiance de départ-là s'absente tout de suite qu'on a obtenu le pouvoir, comme si on voulait son propre bien et non le bien collectif. Voilà. Tant qu'on pensera qu'on est colonisé, alors... Il y a le politique aussi qui justifie cela. On va évoluer. Yamba Ouedraogo qui écrit tant qu'on pensera qu'on est colonisé, alors on le restera. Ah, donc sûr. La colonisation est dans la tête, c'est non... c'est mental. C'est mental. Ouais. Vous le reconnaissez? Oui, c'est ce que j'ai tantôt dit. Et j'ai dit que nos autorités nous l'ont prouvé lors de la visite de Macron. Tout le monde s'est mis à son service comme le colon d'avant, alors que nous aurions souhaité que ce soit autre que ça. Et même voilà. Par rapport à ça, je réagis. Le PRDS, c'est la manifestation du réflexe de dominer que nous avons aujourd'hui. On réfléchit sur on définit un programme et tout de suite on court aller à Paris pour trouver des solutions. Mais est-ce qu'à dire qu'ici, on n'a pas ici les solutions à certains problèmes? Est-ce que nécessairement il faut que ça soit l'extérieur? Jamais on appelait les bailleurs de fort. Je ne sais pas à Ouagadougou ou à Gawa ou à Yako. C'est pas sûr qu'on allait en tout cas boucler le budget. C'est pas sûr. Oui, mais je trouve que le regard est trop tourné vers l'extérieur. Est-ce qu'on ne peut pas ici... Mais c'est pour ça, justement, c'est ce que je disais, qu'il faut rompre avec les politiques et compter d'abord sur ses propres forces. Oui. Et je crois que c'est ce qu'il dit à un téléspectateur, Emmanuel Diabouga, qui dit tant qu'on est financé par notre colon, on est colonisé, même si on ne le pense pas. La colonisation n'est pas une idéologie, c'est un fait. Mais être colonisé, c'est quoi? C'est des rapports de domination. Oui. Donc si celui qui vous prête de l'argent, bien sûr, vous permet de vivre, on dit que la main qui donne est toujours au-dessus. En fait, c'est ça. Mais pour s'en défaire, je crois que c'est là la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, surtout à la veille du 11 décembre. C'est ça. Il faut que notre indépendance ait un sens. Et quand on passe tout le temps à parler de Macron, pour moi, Macron, c'est une page tournée. Le discours de Macron, quand vous le regardez, il n'est pas différent de celui de Gaulle. Et De Gaulle dit, oui, c'est le même discours. La France n'a que des intérêts. C'est comme ça. Et nous, Burkina Faso, on devrait aussi raisonner en ces termes pour dire ce sont nos intérêts, les intérêts des Burkinabés qui nous intéressent. Maintenant, puisqu'on ne peut pas se défaire. Pardon? Ce qui n'a peut-être pas été fait. Mais c'est vous qui le dites. C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait dans le cadre quoi? Du partenariat, dans le cadre des accords de coopération, dans le cadre des négociations, dans le cadre d'un programme qui est le PNDS, où l'État, en tout cas le Burkina Faso, finance prioritairement et fait également appel à des bailleurs de fonds. C'est ce qu'on a voulu à un moment donné dire, tout ça c'est un programme, Banque mondiale, Fonds monétaire, parce qu'on reste toujours arrimé à la suprématie, en tout cas des Occidentaux. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui le Burkina Faso est capable de ce sursaut pour apporter une rupture fondamentale et évoluer en autarcie? Je dis non. Et vous dites oui? Oui, je ne peux pas dire non. Parce que c'est quoi? Vous dites oui. Je ne dis pas, je ne vous accompagne pas dans ce que vous dites. Non, vous dites oui. En ce simple fait que, non, il faudrait que, comme vous l'avez dit, il faudrait qu'on atteigne le niveau à discuter à égal en ce qui nous concerne là, avec ces organisations. Du fait que nous sommes pourvoyeurs des matières financières, ils ont besoin de ça. Et sans ces matières premières-là, leur économie est en berne. Il faudrait qu'on les amène à s'asseoir sur la même table et qu'on discute égal. Je prends le simple fait du coton. Avant le coton, vous avez suivi le professeur Simi la dernière fois sur les mines. Oui. Il dit le code minier, aucun Français n'a écrit ça. Justement. Mais là, c'est là aussi que revêt cette difficulté. Pourquoi est-ce que nos dirigeants ont encore, comme nous l'avons dit, ont encore ce hic dans le mental à penser qu'il faudrait mettre dans des aises celui-là qui vient d'ailleurs. Oh, c'est là notre difficulté. Moi, je pense qu'à ce niveau, il y a un jeu d'intérêt.
Même quand vous parlez de la question des mines et bien d'autres choses, le coton et autres, il se trouve qu'il y a des acteurs ou des groupes d'acteurs locaux qui ont des intérêts, les mêmes intérêts que les acteurs extérieurs qui viennent. C'est là où le problème se pose. Si nous arrivons ici à faire en sorte que ceux qui nous gouvernent portent réellement les aspirations de ce peuple-là, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire des bons qualitatifs. Mais si il y aura toujours opposition d'intérêts ou une minorité a ses intérêts liés avec l'extérieur, on restera toujours dans cette même situation. Une question au sein du public. Tout à fait. Le micro doit être quelque part. Voilà. Oui, vous, nom, votre question. Je me nomme Bagaya Wahabou. Ma question s'adresse précisément à Maître Benewende Sankara. Donc, elle est relative donc, au franc CFA. Il m'a tout l'air que dans ses propos, le maître a dit que ce serait une monnaie coloniale. Permettez-moi de faire un petit rappel historique. En 1994, le Premier ministre français Édouard Balladur a dit que le franc CFA était dévalué sur instigation de la France. Ça, c'est Jeune Afrique Économie d'avril 1994. En 1996, avril 1996, Jeune Afrique également, dans une interview donc, de Omar Bongo disait que on nous a tous mis dans le même panier pour dévaluer les pays les moins avancés et les pays à revenus intermédiaires. Et dans le conseil d'administration du franc CFA, il se trouve que la France a un droit de veto et qu'aucune décision importante, comme par exemple la création d'une nouvelle monnaie, ne peut être décidée sans l'aval de la France. Au regard donc des faits ci-dessus énumérés, peut-on véritablement, dans le contexte actuel, avec l'usage d'une monnaie qui a une origine coloniale, qui impose que nos devises soient déposées dans le trésor français et qui a en fait, j'allais dire, un droit de veto là, est-ce que l'usage de cette monnaie-là, dans ce contexte actuel-là, on peut se prévaloir donc de pays souverains? C'est la première question. Il vous répondra. Après, vous pourrez réagir. La deuxième aussi bien adressée. La deuxième question, c'est toujours à mettre en cas. Oui, la deuxième question s'adresse toujours à ceux qui pensent que nous sommes un pays souverain. Je veux parler de la présence des bases militaires françaises. Et pour rappel, Nicolas Sarkozy avait dit qu'avec lui, ce sera la rupture. L'affaire des lâches des jouets au Tchad a montré que ce n'était pas le cas. Il a dit, j'irai les chercher quoi qu'ils aient fait. Absolument. Et par la suite, récemment chez nous, à l'insurrection de 2014, c'est la France qui a intervenu pour extirper Blaise Compaoré pour le soustraire donc, de la justice du Burkina Faso. Et par rapport justement à ce fait-là, peut-on véritablement parler en fait de souveraineté? Est-ce que la terminologie de néocolonie ne sied pas à la situation de nos États? Allez-y, maître. Bon, d'abord, par rapport à la dernière question, je fais observer que Maurice Yamouro, le premier président de notre pays, celui qui a proclamé l'indépendance, n'a jamais accepté les bases militaires au Burkina jusqu'en 1966. Ça, c'est un constat. Donc, pourquoi aujourd'hui on en parle? Et vous verrez, d'ailleurs, avec les dernières évolutions sur la lutte contre le terrorisme, on parle de plus en plus de G5 Sahel, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que nous sommes en train de dire, parce que ça s'inscrit dans un cadre qui souvent même est global. Donc si vos États s'engagent sur des accords de coopération pour des raisons X ou Y, justement la question c'est de poser cette problématique-là pour savoir pourquoi aujourd'hui il y a des bases militaires en Afrique. C'est vrai qu'il y a un courant qui les dénonce parce que s'il y a une stratégie militaire, ça veut dire que vous serez militairement dominé. On a même vu le cas de la Côte d'Ivoire. Moi je me souviens, quand on a bombardé les Sukhoi de Laurent Gbagbo, il est sorti, il a dit c'est fini, j'ai perdu la guerre. Ça c'est des évidences. Donc on comprend pourquoi il faut dénoncer effectivement l'installation de ces bases militaires-là. Mais il faut aller aussi interroger le contenu des accords.
qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à une guerre asymétrique, il faut aller seul ou il faut aller groupé? Donc ce sont des questions aussi de stratégie militaire qui se posent en tout cas au gouvernant. Sur le franc CFA, d'abord, bon, vous me prêtez des propos que j'ai simplement eu à reprendre. Hein, et d'ailleurs, c'est un constat qui est que quand on regarde l'évolution du franc CFA, la dénomination même en dit long. Par contre, la question de savoir est-ce que toujours déposer au Trésor français notre monnaie, nos devises, ne constitue pas une espèce de colonisation, moi je dirais plutôt c'est du profit pour la France. C'est du profit. Ce sont des rapports de profit. Ça veut dire que la France exploite nos devises à son profit. Parce qu'elle spécule. Maintenant, si nous ne voulons pas de cette spéculation, il faut se retirer. Et je crois que les États sont effectivement sur cette voie-là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre communautaire. C'est un processus, ça prend du temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus pressés et qui brûlent des billets pour dire on va les brûler. Ce n'est pas la solution. C'est des actes symboliques. Enfin, ce n'est pas la solution en tout cas. Alors, de l'autre côté du public, oui. Alors moi, je réponds au nom de Tiweto. Voilà, ma question s'adresse au maître Sankara. Encore lui? Oui. Allez-y. Voilà. Et tout de suite, il nous a rappelé la phrase de De Gaulle qui disait que non, si vous voulez votre indépendance, prenez-le. Voilà, donc... Prenez-la. Voilà, et il a poursuivi pour dire que lui, en tout cas, il se sent indépendant. Et libre. Et libre. Moi, voilà. Oui. Voilà, donc j'aimerais vraiment savoir l'indépendance dont il est question ici. Je ne sais pas si pour vous c'est l'individualisme ou bien vous êtes avec nous. Parce qu'on est en train de parler d'un Burkina entier. Voilà. Si vous seul, vous estimez vraiment libre et indépendant, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a pas de problème, puisque dans le raisonnement, pour aboutir à l'indépendance collective, il faut aller d'abord des indépendances individuelles. Je ne suis pas le seul à être libre et indépendant. Demandez à mon voisin voir si il n'est pas libre et indépendant. Si vous ne l'êtes pas, ça c'est votre problème. Mais moi je le suis et je sais que autant de Burkinabés, des millions de Burkinabés se sentent aujourd'hui libres et indépendants. C'est ce que je dis. Mais il parle quand même d'une indépendance collective. Mais parce que s'il y a 16 millions de Burkinabés qui ne sont pas esclaves, qui ne se sentent pas esclaves, mais c'est ça l'indépendance collective. Alors, et c'est ça que nous avons fêté le 11 décembre à Gawa. Alors, de l'autre côté, oui. Maintenant, si vous sortez là les mains enchaînées, je constaterai que vous n'êtes pas on a compris la réponse. Mais l'esclave qui ne se bat pas pour se défaire de ses chaînes, il restera esclave. Moi, je ne suis pas. Oui. Alors, moi, je réponds au nom de Bado Clément. Alors, ma question s'adresse toujours à Maître Benwende. Il y a quand même 4 personnes sur ce plateau. Oui. C'est pas l'interrogatoire de Maître Benwende, c'est ça. Le collègue vient de souligner, il a parlé d'indépendance individuelle, tout en ignorant l'indépendance collective qui est centrée sur le peuple. Alors, est-ce que nous sommes réellement indépendants au moment où des élèves et des enseignants croupissent dans des paillotes avec des serpents? Nous sommes réellement indépendants au moment où nos jeunes frères traversent le Sahara, aller mourir ou je ne sais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maître. Bon, je dois dire que... Peut-être là, monsieur Da, Marcel Da peut répondre aussi à la question. S'il veut bien, sinon moi... L'extrême gauche ou bien c'est là. Non, nous sommes des progressistes. Monsieur Da, sommes-nous véritablement indépendants lorsque les enfants sont encore avec des serpents dans des écoles sous paillotes ou lorsque des migrants sont obligés d'aller voir l'Eldorado contre tout ce qu'il y a comme peine, comme esclavage, comme ce qu'on vient de découvrir en Libye? C'est ce que je dis au début. Je crois que c'est aussi ça le fruit de notre indépendance. L'esclavage en Libye? Non, pas l'esclavage en Libye. Il parle d'écoles sous paillotes, etc. Oui. C'est ça aussi le fruit de notre indépendance. Alors, souhaitons-nous être indépendants, construire notre indépendance là, commencer par des écoles sous paillotes pour arriver à des écoles sous R+, ou rester toujours sous le joug colonial?
Je l'ai dit tantôt, il faut que nous prenions notre destin en main. En tout cas, le ministère de l'Éducation s'est attaqué au volet éducation, le gouvernement s'est attaqué sur le volet éducation aux écoles sous paillotes. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à éliminer toutes les écoles sous paillotes, mais je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens. La normalisation de plusieurs écoles annoncées. Je crois que vous êtes tous témoins de cela. Alors, une question de ce côté. Merci. Moi, c'est Landro Drago. Ma question, c'est toujours à Maître Benoîndi et à M. Da aussi. Et M. Benoîndi disait de truc là, de suite qu'il faut se battre. Voilà, pour vraiment avoir l'indépendance, qu'il faut se battre. Maintenant, mais pour se battre, ne devons-nous pas avoir des repères? Et sur ce point, pouvons-nous parler d'indépendance aussi de nos jours au XXIe siècle? On continue d'enseigner encore dans nos écoles et d'avoir des chapitres entiers sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, sur l'Europe, sur l'Amérique. Pourquoi ne pas instaurer des chapitres sur Nelson Mandela, Thomas Sankara ou sur le Rwanda, qui est en train d'être un exemple en Afrique? Qu'est-ce qui bloque cela? L'éducation n'est-elle pas la base de l'indépendance d'un peuple? Messieurs de la majorité, ce soir, vous serez acculés par... Il semble que c'est vous qui avez le pouvoir, donc vous devez assumer devant... Je ne peux que me souvenir du projet de réforme du système éducatif lancé en 1985. L'appel de Gawa. L'appel de Gawa. Donc, vous comprenez par Thomas Sankara, il faut le préciser. Bon, c'est une évidence. Oui. C'est une évidence. J'ai dit 1985, donc c'était sous la Révolution. Mais le peut-être Congolais qui nous suit ne sait pas forcément qu'en 1985, c'est peut-être la période. C'était bien de le préciser. D'accord, tout à fait. Avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Donc, sous le camarade président Thomas Sankara, en 1985, il y a eu l'appel de Gawa. L'objectif, justement, c'était de revoir le système éducatif de fond en comble. Et comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, si votre système éducatif dépend des bailleurs de fonds, c'est là l'esclavage. Parce qu'en ce moment, vous ne serez ni libre, ni indépendant, parce que, comme quelqu'un l'a dit, on va vous amener à avoir un mental de coloniser. Donc vous serez complexifié. Si effectivement on revoit les curricula, si on revoit le système éducatif, et je pense que au niveau des différents axes proposés dans le cadre du programme du chef de l'État, vous verrez qu'il y a ce volet-là, eh bien, on aura un système éducatif approprié à nous, nos besoins, mais aussi à notre identité. Parce que c'est fondamental pour se développer. Si nous-mêmes, on ne prend pas conscience de ce que nous sommes et où on veut aller. Donc moi, je suis d'accord qu'il faut effectivement revoir l'ensemble de nos programmes, mais dans le cadre d'une réforme totale du système éducatif, pour que d'abord le plus grand nombre ait accès au système éducatif, mais qu'il y ait une adéquation entre ceux qui seront formés avec l'emploi. Rien ne sert aujourd'hui d'aller avoir un diplôme et puis aller finalement s'asseoir à la maison. Alors, on a compris, parce qu'on n'a pas assez de temps. On va donner la parole à la dame, parce qu'on n'a pas assez de dames ce soir, et on a le bonheur d'écouter justement cette dame qui veut poser une question. Ok, merci. J'espère que ça sera cette fois-ci, M. Yen. Je suis de la société civile. Le monsieur Yen dit qu'il ne détient pas le pouvoir, donc la parole à ceux qui détiennent le pouvoir. Le Burkinabé, le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Ok, je suis Yeri Viviane, épouse Hien. Je suis de la société civile, l'association pour la promotion féminine de Gawa. Ma question s'adresse aux représentants de la majorité ici, ainsi que maître. Et qui parle d'indépendance, parle de développement. Maître vient de le dire. Et nous avons ce soir beaucoup parlé d'autonomisation économique. Réellement, sincèrement, nous les femmes, quand on regarde un peu le visage du Burkina aujourd'hui, c'est 52%. Et quand on parle d'indépendance, réellement, on ne peut pas aller
sans ce pourcentage-là de la population. Et ma question, vu notre situation sur le domaine sécuritaire présentement, et si, parlant du PNDS, est-ce que réellement pour nos deux leaders qui sont là, le Burkina Faso présentement a les moyens nécessaires pour vraiment une indépendance totale? Quand je dis totale, je fais allusion à l'autonomisation économique, surtout des femmes. Merci. Monsieur de la majorité, on va commencer par Monsieur Da du MPP. Ensuite son allié. Ensuite son allié. Oui. Je crois qu'elle pose là une question fondamentale à notre existence. Est-ce que le Burkina Faso a les moyens, voilà, suffisamment moyens économiques pour le l'épanouissement des femmes et aussi des hommes? Pourquoi des femmes seulement? Je crois que c'est ensemble que nous devons construire cette... Nous devons aller à la recherche de ces moyens. Les moyens financiers ne sont pas posés quelque part et que ce soit... Voilà, nous devons tous aller à la quête. Le Burkina Faso doit compter sur ses filles et sur ses fils pour pouvoir parvenir effectivement... Donc pour l'instant, le Burkina n'a pas les moyens de son indépendance totale. C'est ce qu'on peut comprendre. Justement, le PNDS est là pour corriger ça. Puisque c'est ensemble qu'il faut y aller, donc voilà, c'est difficile. Voilà, je crois que quelque part, je voulais dire que c'est vrai, la politique là, quelque part il dit que l'art du roman c'est de savoir mentir, mais je crois que l'art de la politique c'est un langage de vérité. Il faut dire la vérité au peuple, il ne faut pas tromper le peuple. Voilà. Monsieur j'ai tout de suite envie de réagir parce que le reconnaître ainsi, non. Vous pouvez bien dire que la politique c'est dire de la vérité, mais personne ne sera d'accord avec vous. Oui, et justement, le MPP est venu pour corriger ce mensonge-là et dire la vérité au peuple. Le PNDS est l'exemple palpable d'un mensonge. 2 ans. Ah bon, d'un mensonge. Oui, maintenant moi je veux plutôt revenir à la... Alors, répondons à la question de Madame Bien, pardon. Les deux se verront à l'heure du plateau pour régler leurs problèmes personnels. Il faut poser la question. Est-ce que le PNDS tel qu'il a été défini là peut nous permettre une indépendance totale telle que Madame Bien a exprimé? Est-ce que le PNDS en tant que tel là est une opportunité où... Je crois que le public est en train de mener le débat à la place de nos deux invités là, Maître Sankara. Donc je vais seulement dire que sa question est très pertinente, et comme il a dit, c'est même fondamental, parce que je soutiens qu'il faut, pour se développer, s'attaquer surtout de façon structurelle à l'ensemble de nos tares. Tout à l'heure, on a cité l'appel de Gawa de 1985. Tout comme pour la femme, il faut d'abord qu'elle soit libérée. Parce que la femme burkinabé, qui représente plus de 52%, qui est au cœur de tout, elle est aussi victime. Elle est aussi victime de tout ce que nous avons dénoncé ici. Donc, pour l'amener à un niveau optimal de développement, parce que si effectivement les 52% sont développés, on ne va plus les utiliser comme du bétail électoral, mais ça va se ressentir sur notre croissance économique. Donc il faut des politiques appropriées en direction des femmes et en direction de la jeunesse. Et je crois que dans le PNDS là, il y a des politiques sectorielles. J'ai vu tout à l'heure, en ce qui concerne les jeunes, il y a un certain nombre de structures. Pour les femmes, ça existe, mais à ce stade, ça ne permet pas un niveau de développement tel qu'elle l'a souhaité. Donc il faut travailler à ce que ces politiques-là puissent prendre le maximum de femmes qu'il faut d'abord scolariser, former, éduquer, à même d'en faire, j'allais dire, une femme qui produit. Une femme qui produit pour le Burkina Faso. Parce qu'elle aura certainement les bagages nécessaires pour être cette femme-là. Merci à vous. On va s'arrêter là parce que le temps qui nous était imparti est terminé.
Je rappelle que nous avions sur ce plateau Maître Benawende Stanislas Sankara, il est de la majorité présidentielle, président de l'UNIRPS. Avec nous aussi M. Sansan Bienvenuda du collectif CGTB. C'est un collectif qui fait partie de la coalition contre la vie chère. Invité sur ce plateau aussi, M. Marcel Da du mouvement de peuple pour le progrès, majorité. Et avec nous, M. Pépin Oloyen de la coalition d'Itanier. Avec nous, sur ce plateau, des hommes et des femmes qui ont fait le déplacement pour débattre avec nous. Merci d'être venus. Et bonsoir à vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la RTB.